Le cercle, les RH, à quelques jours de la fin de nos émissions, de la fin de la saison, on va s'intéresser à un sujet alors qui n'est pas dans le dur, dans le corporate, on va s'intéresser à ce rapport entre le bonheur et le travail. Alors, on a beaucoup évoqué la bienveillance, il y a beaucoup d'articles qui fleurissent, la bienveillance au travail. Là, on va parler du bonheur, qui est peut-être le niveau supérieur. C'est-à-dire que l'entreprise doit aussi, en plus de tout ce qu'elle doit faire, garantir, offrir une forme d'épanouissement, donc de bonheur à ses salariés. Est-ce que c'est bien son rôle à l'entreprise ? Ça, c'est une question qu'on va se poser. Est-ce que le bonheur est vraiment lié au travail ? Est-ce que le bonheur, on ne le trouve pas ailleurs, quand on marche dans la nature, quand on marche dans la montagne, quand on marche sur une plage ? Ça, c'est des questions importantes, alors que vous êtes peut-être en train de nous regarder sur votre lieu de vacances. Luc de Brabander est avec nous. C'est important d'avoir un philosophe, Luc de Brabander, philosophe d'entreprise, essayiste, conférencier. Dernier livre, Petite philosophie des arguments fallacieux aux éditions Erol. Vous étiez déjà venu sur notre plateau pour parler de philosophie, de rapport au travail. Jean-Christophe Villette, vous êtes directeur associé au cabinet Équilibre. Équilibre, qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l'accompagnement sur mesure. Alors vous serez peut-être celui, je ne sais pas, qui allait peut-être défendre ce concept du bonheur au travail. Vous accompagnez les entreprises sur ce chemin. Alors quoi, le chemin du bonheur ? On peut le dire comme ça, c'est le chemin du bonheur ? Vous nous vendez ça ? Sur le chemin de l'épanouissement. Non mais les mots, vous voyez, il y a des graduations. De l'épanouissement des collaborateurs, évidemment. Et de l'entreprise de façon globale. Et de son entreprise. Et puis Gaël Châtelain-Berry, merci d'être avec nous, de revenir. Consultant conférencier, vous êtes écrivain. Le bien-être au travail pour les nuls. Et puis les 10 commandements de la bienveillance en entreprise. Ça, c'est votre livre chez First, tous les deux. C'est votre éditeur. D'abord, juste une question aux philosophes, et à vous trois, bien sûr, mais quand on démarre une émission où on parle beaucoup de les plans sociaux, l'angoisse, la rentrée de septembre, les locaux, le télétravail, enfin tout ce qui génère finalement des angoisses chez le salarié, est-ce que c'est un peu cathartique de parler du bonheur en entreprise ? Est-ce que, même s'il n'existe pas, ça fait quand même du bien d'en parler ? Oui, absolument, absolument. Et c'est un boom. Oui. La première chose à dire, c'est que l'entreprise, disons le bonheur au travail, le bonheur en entreprise, il faut que l'entreprise marche. Il faut que ça tourne, que les clients payent, que les machines tournent. Économiquement. Une entreprise qui ne marche pas, le problème ne se pose pas. Donc, c'est la première chose à faire. Il est vrai, moi j'ai travaillé avec beaucoup de clients, il est vrai, il y a des entreprises où ça se passe mieux. Et moi j'ai envie de dire, le bonheur au travail, c'est quand on voit les gens, ils se sentent partie prenante d'un projet, ils se sentent utiles au projet. C'est vraiment ça et pas une structure. J'opposerais projet et structure. Le bonheur d'un comptable, c'est quoi ? C'est pas que ses comptes... Ça, c'est une question. Oui, mais c'est pas que ses comptes soient justes. Enfin, ça peut être que ses comptes soient justes ou que le client paye les impayés. Mais en fait, le bonheur d'un comptable, c'est se rendre compte qu'il est responsable d'un cadran, que ce cadran est dans le cockpit du patron, que le patron a un projet et une direction. Et que ce qu'il fait est utile. Exactement. Et donc le sens. Exactement. Je ne suis pas là que pour classer des documents dans les armoires, mais ma stratégie... En France, vous avez la raison d'être. Moi, j'ai envie de parler de raison de faire. Pourquoi je fais mes comptes ? Et voilà, c'est... Vous êtes critique parce que vous avez écrit ces 2 livres, Gaël Châtelain-Berry, mais j'ai lu quand même quelques articles. Vous n'avez pas vous n'avez pas la dent molle, vous avez la dent dure sur le concept. Très dur contre le bonheur au travail, effectivement, parce qu'en fait, le bonheur au travail est une injonction extrêmement violente pour plein de gens qui forcément n'aiment pas leur travail au quotidien. Pour moi, le bonheur, c'est une quête. Alors que le bien-être, c'est un état. Et ça, l'entreprise doit être garante de ce bien-être. Ça, c'est de la RSE, c'est-à-dire que la santé, l'équilibre mental, on est d'accord. Par ailleurs, je peux vous proposer un tout petit jeu que je fais en conférence. Imaginez, vous gagnez 130 millions d'euros à l'euro-million vendredi. Est-ce que vous changez quelque chose à votre travail ? Eh bien, 99% des gens... Alors, en général, il y a toujours le PDG qui lève la main. Non, moi, je ne change rien. Pour faire bien par rapport aux équipes. Mais on arrête. Tout le monde change quelque chose. Passer en mi-temps. Changer, ce qui montre bien que la notion de bonheur, personne ne voudrait quitter un bonheur. Si je vis dans le bonheur absolu, pourquoi je changerais quelque chose ? Vous nous dites que le bonheur, aujourd'hui, c'est la Française des Jeux, quand même. C'est ça que vous nous dites. Hein ? Non, mais ensuite, c'est un débat philosophique sur l'argent. Faut-il le bonheur ou pas ? Mais en tout cas, il est vrai que le travail, beaucoup de gens travaillent pour payer leurs factures et pas grand-chose d'autre. Donc, cette injonction au bonheur est très violente. Mais vous voyez, je le disais avec de l'humour, le bonheur, c'est la Française des Jeux, mais le bonheur, c'est l'argent. Et en fait, les Français vont au travail pour gagner leur argent sans pour autant aller chercher du bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire, on a beaucoup de salariés et du collaborateur, et pas uniquement les gens qui sont au premier niveau de l'entreprise qui disent moi, je vais au boulot parce qu'il faut que je gagne ma vie. Enfin, basiquement. Et donc, ça n'implique pas la notion de bonheur. Il y a plutôt la notion de labeur.
C'est un des motifs. Alors, à titre personnel, je me prononce aussi sur cette notion de bonheur, parce que vous avez posé la question. Vous arbitrez ou pas, là ? J'arbitre pas, mais en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec le mot bonheur associé au travail dans les préoccupations qui sont les miennes, c'est-à-dire celles d'un psychologue du travail, des organisations et d'un consultant. Et c'est d'ailleurs un mot qui est extrêmement peu présent dans le quotidien des entreprises, que ce soit dans, on va dire, le vocabulaire des salariés en entreprise, dans le vocabulaire des entreprises. Et vous avez dit la raison d'être, la raison de faire, et j'aurais envie d'ajouter la raison de vivre, notamment en lien avec cette pandémie, la crise sanitaire dont on n'est pas tout à fait sorti, les impacts de cette crise et tous les chiffres que vous avez suivis à travers votre émission et de nos confrères d'Empreinte Humaine. On a aujourd'hui quasiment un Français sur deux associé à, globalement, un impact assez négatif. Là, on est en creux du concept, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans de savoir si 50% sont dans le bonheur. On est en train de se demander quel est le niveau de dégradation psychique des salariés. Hein. Exactement. C'est ça le sujet. Hein. Et la question sur le bonheur est-elle une priorité, vous voyez, au regard de ces données contextuelles ? Et vous, excusez-moi de vous poser une question personnelle, parce que ça arrive parfois. À quel moment vous êtes dans le bonheur, vous, le philosophe, l'essayiste ? C'est quoi le moment de bonheur de votre activité ? Se sentir utile. Quand je sens une utilité, là, je me sens bien. Mais plutôt que de bonheur, moi, je parlerais d'énergie. Le vrai problème, c'est pas le bonheur. On contourne ce mot, toujours. Qu'est-ce qui fait que les gens se lèvent le matin ? Le rôle d'un patron, c'est quoi ? C'est de donner de l'énergie. Celle que lui apporte et celle qu'il libère chez les gens. C'est ça son métier. Et il peut faire ça avec des outils. Et la philo, en fait, c'est quoi ? C'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Le patron, il doit gérer. Alors quand il y a des chiffres, bon, l'énergie, on doit passer de 22 à 28. Et bon. Okay, et voilà, l'utilité, on fait comment ? Il faut des critères. Et les critères, c'est l'outil de base du philosophe. Enfin, ceci étant, ce que vous disiez tout à l'heure, Luc de Brabander, c'est quand même un début intéressant. C'est que quand l'entreprise se casse un peu la figure et qu'évidemment son secteur d'activité est impacté par le Covid, objectivement, le patron, il n'est pas forcément dans l'idée de créer du bonheur. Et c'est peut-être d'ailleurs là, si je peux me permettre, qu'il doit peut-être essayer d'insuffler de la dynamique pour relever la boîte. Mais pour autant, sinon le bateau coule. Pour autant, il n'est pas obligé de générer du mal-être. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que les Japonais qui nous battent. Donc à un moment, posons-nous la question du bien-être. Et même quand une entreprise ne va pas bien, et j'ai été parfois dans des entreprises qui n'allaient pas bien, pour autant, le patron n'a pas besoin de hurler, le patron n'a pas besoin d'obliger ses salariés à travailler 15 heures par jour, à les appeler le week-end pendant leurs vacances. Le bien-être ne tient pas compte de la situation économique. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question de... C'est pas une excuse parce que l'entreprise ne va pas bien pour maltraiter ses salariés. Oui, ça, c'est très important. Il y a une sorte de vase communicant. Vous êtes d'accord avec ça ? Là, on n'est plus dans le bonheur. On est dans le respect qui accompagne souvent l'idée que si on me respecte, je suis plutôt dans le bien-être, je suis plutôt bien, j'ai envie de produire. Quoi. On parle aussi du patron en lien avec cette notion du bonheur. Et voilà, j'aimerais mettre au milieu de la table peut-être ce principe de co-responsabilité. Qu'on utilise le mot bonheur ou qu'on utilise le mot énergie ou qu'on utilise le mot vivre ensemble ou mieux vivre ensemble ou mieux faire ensemble, il y a cette notion de ensemble qui me semble vraiment très importante à replacer au cœur des préoccupations de l'entreprise. Je vous coupe, mais c'est très intéressant puisqu'on avait Pascal Pic qui sort un livre sur les chimpanzés et le télétravail au début de l'émission, qui est assez intéressant de voir ce lien entre les macaques, donc les managers du 20e, les macaques c'est très vertical et les chimpanzés c'est très horizontal. Mais c'est très paradoxal ce que vous dites, parce que vous dites vivre ensemble alors qu'on ne vit plus ensemble à cause du télétravail. Ça veut dire que les entreprises se sont atomisées, au sens physique du terme. Non, ça change tout. En fait, c'était tout l'enjeu de la période, de garder un lien, même quand on est à distance. Et des entreprises, ils sont très très bien arrivés. D'autres, ça a été tout le monde chacun de son côté. Ça a été absolument dramatique, parce que la perte de lien, ensuite il y a la perte de sens. Perte d'énergie. Perte d'énergie, alors qu'il y a des entreprises qui ont gardé un lien extrêmement fort, même à distance. Mais Luc de Brabander, une question un peu philosophique, c'est... Certains disent, moi je suis content du travail que je fais, mais ce qui me pèse au travail, c'est mon manager ou c'est l'environnement humain. Est-ce que le débat du télétravail ne règle pas cette question ? C'est-à-dire, je peux produire qualitativement un travail qui m'intéresse, qui me donne du sens, mais je perds et donc j'élimine l'environnement qui était toxique. On le voit beaucoup. La relation burn-out, c'est parfois un manager toxique, une relation difficile, et on coule. Est-ce que ça, c'est une évolution positive, finalement, du télétravail ? On ne supprime pas l'environnement, on change l'environnement. Et le problème de la toxicité reste. Je crois que le patron, il est responsable de l'environnement et qui doit tout le temps réaffirmer le projet. Ben voilà, il y a des grandes secousses, mais je sais où je vais, je continue et je motive les gens. C'est vraiment ça son métier. Le pire, c'est quand on oublie le projet. Moi j'habite Bruxelles. Quelle est la maladie de l'Europe ? C'est qu'on ne connaît plus le projet.
On parle de l'Europe comme une structure. On est 27 pays, 29 pays, des patrons, etc. Quand j'étais enfant, mon père me disait il faut faire l'Europe pour éviter la guerre. Puis il faut faire l'Europe pour faire une monnaie unique. Aujourd'hui, vous allez à Bruxelles demander quel est le projet de l'Europe. Plus personne ne répond. Mais dans une entreprise, c'est la même chose. Télétravail ou pas. Quel est le projet? D'où vient l'énergie? Comment puis-je participer et être utile? Et quelle est la direction? Oui. En fait, je compare souvent un patron à un pilote d'avion. Imaginez, vous montez dans un avion, le pilote prend le micro et vous dit on va aller à New York, mais peut-être à Moscou. Oui. Ou peut-être à Londres, on ne sait jamais, on va voir. Oui. Moi, je ne monte pas dans cet avion. Mais voilà. Jamais. Ou le pilote d'avion en cas de turbulence qui prendrait le micro pour nous annoncer qu'on va tous mourir. Moi, j'aime pas ce pilote-là. J'ai envie qu'il soit très calme, qu'il me dise asseyez-vous, on va mettre les ceintures et je gère tout. Même si lui sait qu'on va peut-être crever. C'est ça qui est rigolo avec les pilotes d'avion. Ça, c'est la métaphore du patron qui sait que sa boîte va mal, mais il va continuer à garder la tête froide, il va continuer à garder son énergie pour continuer à emmener ses équipes. C'est un de votre boulot, finalement, ça aussi. Bien sûr, et cette période doit nous autoriser et doit autoriser les entreprises à remettre à plat le projet d'entreprise quand il existait, qui était celui qui précédait cette période que l'on vient de connaître, et s'autoriser à innover et à inventer en remettant réellement peut-être moins le concept du bonheur ou se bagarrer sur la sémantique associée à ces thématiques, mais vraiment le travail et ceux qui le font au cœur du débat et au cœur du dialogue d'entreprise pour reconstruire un projet d'entreprise. Je repose ma question, est-ce que c'était bien l'entreprise comme espace, je dirais, de sociabilité, de régler ce problème du bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est pas autre chose autour? On demande, je ne sais pas ce que vous avez, le sentiment que vous avez, mais on demande beaucoup en ce moment depuis le Covid à l'entreprise. Il faut qu'elle fasse tout, qu'elle assure la santé, le travail, la production, le bien-être, le bonheur, qu'elle accompagne le salarié dans ses cours de sport. Est-ce qu'on ne lui demande pas trop à l'entreprise? Ça, c'est du bien-être. Ce que vous venez de définir pour moi, c'est vraiment le bien-être. Et les entreprises françaises, n'oublions pas qu'en France, qui est quand même très spécifique, il a fallu attendre les vagues de suicides chez France Télécom et Renault en 2008 pour qu'on parle de qualité de vie au travail. Et peut-être que la pandémie, enfin, on va s'occuper vraiment du bien-être. Le bonheur, on verra après. Je crois que... Mais non, mais le bonheur, c'est pour plus tard. C'est une question tellement intime. Je pense que si on devait chacun d'entre nous... Très intime, le bonheur. C'est profondément intime. Et donc, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Par contre, c'est le rôle de l'entreprise de créer des conditions particulières pour que quand je rentre chez moi, je ne sois pas angoissé, je puisse gérer mon propre bonheur. Mon propre bonheur. Ça c'est intéressant. C'est que je puisse construire mon bonheur. Ça soit pas anxiogène. Voilà. Et que je sois bien. En être propriétaire et responsable. Et avec la question que vous posez, on peut ouvrir aussi cette réflexion au niveau de la société de façon beaucoup plus globale. On commence à avoir des enseignements en lien avec le savoir-être dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, dans les écoles RH. Intégrer le plus tôt possible les ressources qui permettent d'être propriétaire, de prendre soin de sa santé mentale, c'est important dans le cadre d'un programme éducatif beaucoup plus global. Des cours d'éducation physique, pourquoi pas des cours d'éducation à prendre soin de sa santé mentale qui n'est pas juste... se définit pas juste négativement par l'absence de maladie, mais par la capacité de développer des ressources psychologiques qui nous permettent de faire face aux enjeux du quotidien. Et quand on voit le bilan de cette crise avec une personne sur deux, on en parlait, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement une personne sur deux qui n'ont pas eu les mêmes impacts en termes de santé mentale. Et donc ces personnes ont des ressources qui sont différentes, et ces ressources s'apprennent, ce n'est pas juste une question d'inné ou d'acquis, et je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi sur la compétence, sur l'accompagnement des compétences au sein des entreprises, mais de façon beaucoup plus globale dans le chemin d'apprentissage de chacun d'entre nous. Même dans l'aspect pédagogique. Juste, encore une fois, Pascal Pic évoque dans son livre, il va assez loin, une forme de lumper prolétariat créé par l'innovation Internet qui ne bénéficie finalement qu'aux cadres, qu'aux professions indépendantes. Et puis tous ceux qui sont en première ligne, dit-il, sont obligés à la fois d'aller sur le terrain et ne bénéficient pas de tout ça. Il y a un peu de ça aussi dans cette notion du bonheur. Enfin, excusez-moi, la caissière qui est à la caisse et qui prend des packs d'eau toute la journée. Toutes ces questions-là sont posées aussi à ces salariés-là. Je me souviens, j'avais un collaborateur extrêmement créatif chez lui. Et c'était très impressionnant. Il me racontait tout ce qu'il faisait chez lui, des trucs, des faits, de la musique et tout. Il arrivait au bureau, il mettait sa créativité avec son manteau. Au vestiaire. Au vestiaire. Et je me dis, mais c'est moi le problème. C'est moi le problème. Et donc, la direction, les patrons doivent libérer l'énergie des gens. Et en l'occurrence, l'énergie créative. Et le télétravail a posé un énorme problème, c'est qu'on ne rit pas en télétravail. On ne rit pas. Moi, je fais un métier où on rit beaucoup, la créativité. Pendant un an, j'ai entendu personne rire
Et donc, c'est pas possible. Il y a là un problème qui est insoluble. Ça, c'est un phénomène étrange que vous décrivez. Oui, mais moi, c'est que devant son écran, on rit pas, quoi. Une réunion. C'est pas drôle. Une réunion où on ne rit pas, pour moi, c'est un critère. C'est une réunion où il n'y a pas de créativité. C'est presque. J'ai écrit un livre sur l'humour, justement, pour montrer que nécessairement, la créativité doit faire rire. Si on ne rit pas, il n'y a pas de créativité. Mais vous dites c'est l'écran qui bloque, c'est le fait qu'on soit à distance, qu'on ne soit pas en train de faire des blagues. Il y a une complicité qui est extrêmement difficile. Et le rire, c'est une ressource d'énergie gigantesque. Pas l'ironie, ne confondons pas. Le rire. L'humour rapproche, l'ironie sépare. Guy Bedos, quand il se moquait de la gauche, il faisait de l'humour. La droite, il faisait de l'ironie. Parce qu'il avait... Ah oui, mais c'est très important. Et donc, gérer ça, c'est... Voilà, il faut qu'on se retrouve pour que... Moi, je ne peux pas imaginer le bonheur en télétravail, quoi. Uniquement. Ça, c'est pas possible. On est d'accord. Est-ce que le bonheur est dans le smartphone? Excusez-moi, c'est ce qu'on est en train de nous vendre, puisque beaucoup d'invités sur ce plateau, allons un peu au bout, puisque c'est une fin de saison, nous expliquent la transformation digitale, que c'est l'alpha et l'oméga de l'expansion de l'entreprise, que quand tout ça sera fini, le bonheur sera vraiment à notre porte. Comment vous regardez cette question-là? Parce qu'on nous dit, c'est ça le bonheur. Essayons d'imaginer cette pandémie, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. On n'aurait pas eu tous les outils numériques. Enfin, le lien aurait été totalement brisé. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même notre premier confinement. Anxiogène, c'est même pas le mot. On a été en panique individuellement. Donc c'est vrai, je vous rejoins quand vous dites une réunion, quand on se marre pas, c'est compliqué. Mais personne n'avait envie de se marrer en mars 2020. Non, c'est vrai. Rappelez-vous, quand on était dans la rue, on changeait de trottoir quand on croisait quelqu'un. Enfin, c'était exact. Sans masque. Sans masque. Même les enfants. Et donc, effectivement, il faut réapprendre. Et je pense que, et je parle à beaucoup de managers pour apprendre à manager à distance, on peut se marrer. C'est pas l'outil qui fait qu'on n'est pas drôle. On a pris peut-être de mauvaises habitudes. Il faut réapprendre. C'est crispé, c'est ce que vous dites. Oui, puis il faut avoir des icebreakers, ce qu'on appelle des icebreakers dans les réunions, réapprendre à faire des blagues, etc. etc. Mais reprendre ce qu'on faisait en présentiel, le faire en Ça, c'est un bon métier d'ailleurs de faire des blagues pendant la réunion. C'est votre boulot, c'est quand même dans une visio de lâcher une ou deux blagues. Les bonnes blagounettes, c'est vrai que ça libère complètement les esprits parce qu'on relativise. On n'entend rien en retour, c'est épouvantable. Alors on n'en fait plus. Et alors on en fait plus. C'est vrai. En tout cas, par rapport, ça c'est le psychologue, ça c'est. Oui, alors avec beaucoup de prudence, vraiment beaucoup de prudence sur l'humour en entreprise ou les blagues en entreprise, notamment au regard de l'évolution du contexte. Alors j'ai trouvé une solution pour ça. L'autodérision, etc. L'autodérision du manager fonctionne toujours. Quand le manager se moque de lui, et ça c'est ce que je faisais, mais ça marche toujours, ça fait rire et c'est plaisant. Oui, mais j'attire l'attention. Avec le cadre avec le cadre qui va bien. Des débats autour. Et sur la distance, on a surtout la perte du non-verbal, la perte de l'informel. Et le lien social se construit beaucoup dans ces échanges informels. Voilà, tous les retours d'expérience qui ont pu être faits souffrent de ce manque d'informel. Et on rit peut-être moins aussi parfois. J'ai des souvenirs de réunions à distance dans lesquelles on peut s'autoriser, mais on rit peut-être moins parfois parce que c'est beaucoup plus cadré et on va plus rapidement à l'essentiel. On enchaîne les réunions à distance et donc il y a moins de temps pour cet informel. On se l'autorise moins. Oui, il n'y a plus les small talk aussi à l'intérieur de la boîte où on peut effectivement, entre deux réunions, se dire un truc un peu perso. Dernier mot, Luc de Brabander. Dernier mot, on ne digitalise pas rien, ni la justice, ni le tourisme, ni la santé. Il faut réinventer la justice dans un monde devenu digital. Il faut réinventer la santé dans un monde digital. Et c'est pas du tout digitaliser n'est en rien une solution. Il faut se réinventer dans un monde qui est autre. Et apprendre à piloter en mode conscient des outils qui, à un moment donné, prennent le pilotage. Vous voyez, si on parle de la déconnexion juste en lien avec les outils digitaux, une question qui est souvent posée, c'est comment j'arrive à déconnecter pendant les vacances. En réalité, le sujet il est beaucoup plus global. C'est comment je déconnecte dans la continuité au regard des outils digitaux. Et le fait d'utiliser les outils digitaux, les outils numériques, c'est un fil à la patte, en mode automatique, c'est un fil à la patte. Et le sujet, c'est comment déconnecter de ce fil à la patte quand on le décide. Combien de films on voit la personne qui cherche le réseau dans n'importe quel film. Je pense même à Parasite et tous ces films où elle va chercher du réseau en sous-sol. C'est une sorte de drogue absolue. Avant de nous quitter, vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Parce qu'on parle du bonheur. Mais le bonheur, il faut... Ça va? Tout se passe bien? Moi, je nage dans le bonheur, mais plus à titre personnel que professionnel, qui est finalement, j'ai ce grand luxe de pouvoir écrire des livres et faire des conférences, ce genre de choses. Donc voilà, moi je vis dans le luxe. Par contre, je pense que nos concitoyens, on a besoin de les accompagner vers plus de bien-être, de bonheur. On verra plus tard. On verra plus tard. C'est une quête, vous l'avez dit dès le début de l'émission. Vous êtes heureux dans ce que vous faites? Ça donne du sens, puisque c'est Luc de Brabander qui donne le sens. Du sens, absolument. Du sens, la finalité de ce que je peux faire au quotidien donne du sens. Il y a du sens au travail aussi avec l'ensemble des personnes que je peux croiser.
Après, est-ce que je suis heureux? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. jours. Je pense que c'est la réponse la plus proche que je peux vous faire. Ouais. Voilà, le bonheur étant un état permanent. Je suis d'accord. Voilà, ça dépend des jours. On est béat de bonheur, ça n'existe pas. Ça dépend. Luc Brabander, pour conclure. Être heureux avec tous les problèmes qui sont un peu difficiles. Moi, je me sens joyeux. Voilà. La joie qui me donne de l'énergie est très privilégiée aussi. La joie, parce qu'on a compris que votre moteur aussi, c'était de mettre de l'énergie par le rire, et que ça aussi, ça enclenchait quelque chose. Oui. C'est l'histoire du baume. Voilà. On emmène les gens vers quelque chose. C'est une énergie renouvelable. Renouvelable. Celle-ci, elle coûte pas cher. Merci à vous trois. C'était un plaisir de partager ce moment. Moi, j'étais un homme heureux. Je ne sais pas si j'ai vécu le bonheur, mais en tout cas, j'ai été heureux. Gaël Châtelain-Berry, votre livre, Le bien-être au travail et les 10 commandements de la bienveillance en entreprise chez First. Luc de Brabander, votre dernier livre, c'est bien le dernier livre, nous sommes d'accord. Petite philosophie des arguments fallacieux. Et puis, je remercie notre dernier invité, dont je vais écorcher le nom, j'avais ma fiche. Eh bien, je vous ai perdu. Jean-Christophe Villette. Jean-Christophe, merci d'être venu. Équilibre, le cabinet avec empreinte, qui est beaucoup venu sur notre plateau tout au long de cette année. On se connaît très bien, on s'apprécie beaucoup. Et vous êtes directeur associé au cabinet Équilibre, Jean-Christophe Villette. Merci d'être venu. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Le sens, rien que le sens, on peut avoir fait de très belles études et puis s'engager, notamment en coaching bénévole, en direction des jeunes, pour que les jeunes, qui parfois sont un peu perdus, trouvent un sens à leur vie. C'est Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite.